Salut les passionnés du cosplay! Pour notre prochaine émission, 3 mots. Passion, besoin, création. 3 mots qui ont inspiré les propriétaires de cette entreprise. À Mommy Cosplay Découvre, nous allons en apprendre davantage sur cette compagnie qui fait la joie des passionnés de grandeur nature et des cosplayers. Soyez au rendez-vous jeudi à 19h à Mommy Cosplay Découvre. À bientôt! Bonjour Mélanie, digne représentante des artisans d'Azur. Bienvenue à Mommy Cosplay Découvre. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on entend souvent parler de la boutique Les Artisans d'Azur, de cette compagnie-là. Moi, en tant que personne qui reste à Québec, je ne suis jamais allée vous visiter. Vous êtes situé à quel endroit? Maintenant, on a 2 boutiques, mais notre boutique, on va dire, pas principale, là, mais la plus classique est au centre-ville de Montréal. Là. Fait qu'on est tout près du métro Papineau. Là. On est vraiment à l'entrée de Montréal, dans le fond. Puis la deuxième est située à quel endroit? Elle est à Saint-Élie-de-Caxton, donc c'est près de Shawinigan. OK, mais c'est le fun, ça permet aux gens d'être à 2 places différentes. Ça fait combien de temps que ça existe? Mais premièrement, est-ce que tu peux nous dire, ça a commencé comment, l'idée des artisans d'Azur? Ça a commencé, dans le fond, par un des directeurs, Samuel Gagnon-Tremblay, qui, dans ses jeunes années de GNiste, dans le fond, lui, allait à Bicolet à l'époque, puis il essayait de trouver des costumes, des armures, puis il y avait la difficulté un petit peu à cette époque-là. Quand on parle du début des années 2000. Il y avait quelques boutiques de vêtements médiévales, mais moins côté armure ou armes, etc. Tu sais, Calmacil aussi commençait à cette époque-là. Puis dans le fond, il s'est un peu tanné, puis il a comme commencé à crafter des armures avec du cuir dans son sous-sol chez ses parents. À cette époque-là. Puis, ben, il y a eu une demande des amis qui, à gauche puis à droite, commençaient à demander. Puis, un tout petit peu après, il a pu comme, engager son premier ami comme collègue. Il s'est enregistré. Puis, dans le fond, en 2005, les Artisans d'Azur ont commencé à Granby. OK. Puis là, ça a monté. Mais la question, je me demande, pourquoi les artisans d'Azur? C'était parce que à l'époque, il possédait aussi un GN, là, comme il y avait beaucoup, ben, il y en a encore beaucoup maintenant, qui s'appelait de mémoire Les Nains Fous, je crois. Mais je ne suis pas une experte de son passé geek 100%, mais je sais qu'il y avait une région dans son grandeur nature, là, dans l'univers, qui s'appelait le continent d'Azur ou le lac d'Azur. Dans le fond, OK. c'est resté, puis les artisans d'Azur, ils ont été fondés avec ce nom-là, dans le fond. Ah, mais c'est une bonne idée quand même, tu sais, de partir de quelque chose que déjà pour y associer le mot artisan puis en faire les artisans d'Azur. C'est en quelle année que la boutique elle est ouverte en tant que telle? Je crois que la première boutique, c'était en 2007 ou 2009, dans le fond. Au début, c'est vraiment juste un atelier de création d'armure de cuir, c'est vraiment le focus. Puis quelques années plus tard, il faudrait que j'aille vérifier l'historique, mais dans le fond, la première petite boutique a ouvert quand il a déménagé à Montréal. Puis là, OK. Artisan d'Azur a commencé en fond à être autant des fabricants d'armures et d'accessoires que des détaillants, dans le fond, pour vendre des costumes de GN et des armes aussi pour le grandeur nature. Ah, super. Et puis, tu me parlais, ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous? Est-ce que ça peut être autant du métal? Qu'est-ce qu'on retrouve en tant que tel, en gros? C'est ça. On retrouve de tout. Parce qu'en fond, l'objectif, là, c'est un peu. Nous, on dit, peu importe c'est quoi ton personnage de GN, on est vraiment concentré sur le grandeur nature, on veut que tu aies un costume. Donc, il y a autant des accessoires pour jouer un druide dans la forêt ou une fée que versus un chevalier ou un orc. Donc, on a toute une section armure en acier, en cuir, d'armure matelassée, en aluminium aussi, qui est rendu très populaire pour le grandeur nature. OK. On a tous les accessoires, à fond, ceinture, bourse, sacoche, fourreaux, etc. Les vêtements. Donc, des vêtements qui sont soit fabriqués ici, soit des fois importés par des détaillants, des fabricants principalement européens pour toutes les gammes. Donc, autant les entrées de gamme que les vêtements plus fancy. On a aussi la section des armes, vu qu'on a quand même deux des plus
les meilleurs fabricants d'armes de GN au monde sont au Québec. Fait qu'on a, dans le fond, une grande section pour les armes par rapport à ça. Puis, on a aussi une section maquillage, props, exemple, les oreilles en latex, du faux sang, sur ça. Et aussi, une affaire qui est intéressante, je pense, pour le monde du cosplay, c'est une section artisanat. Donc, dans le fond, vu qu'on donne aussi des cours pour ça, mais on vend aussi, en fond, cuir, mais aussi les outils en général pour créer des accessoires ou les gens qui fabriquent des accessoires en cuir, puis aussi les matériaux pour le faire, ainsi que les armes en mousse. Fait qu'on vend aussi du latex, de la mousse, etc. Ah, super. Fait comme ça, mais on le sait que les grandeurs nature, les vêtements et les instruments sont faits pour avoir quand même une certaine résistance, étant donné que vous faites du combat avec, et puis vous allez dans le bois, puis toute la kit, fait qu'il faut quand même que ça résiste. Fait que ça, c'est un bon point pour justement les cosplayers. Pourquoi je voulais justement aller vous interviewer pour les artisans d'Azur? Parce que vous avez quand même des choses qui peuvent nous servir. Puis, vous offrez aussi des formations, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Nous, on a beaucoup de cosplayers qui, quand même, viennent ici magasiner chez nous, autant pour les matériaux que, exemple, je sais pas, quelqu'un fait une tunique de Link, mais peut-être qu'il veut juste une tunique blanche en dessous comme efficace. On en a quand même beaucoup. Puis on donne des formations, on donne 2 types de formations. On donne des formations pour apprendre à travailler le cuir. Parce qu'au final, faire une ceinture, exemple, en cuir ou en Wordblow ou autre matériel, c'est pas tant plus difficile, c'est vraiment plus durable. On a plusieurs cosplayers qui viennent en faire avec nous. Puis on donne aussi des formations pour fabriquer une arme en mousse sur mesure. Fait, dans le fond, c'est vraiment 100% custom, comme on dit. Puis là, c'est une formation d'un week-end complet à Saint-Étienne, dans le fond, pour fabriquer sa propre arme. Sinon, les formations qu'on donne ici, souvent, c'est l'hiver puis l'automne, c'est une journée. Puis on a comme plusieurs types. Là. Autant, mettons, la gravure, la teinture, faire un ceinturon, une ceinture. On a un peu de toutes les sortes. OK. Puis ça aide quand même parce qu'on sait de plus en plus dans les conventions, il y a des règles strictes. Tu ne peux pas arriver avec une arme en bois, tu ne peux pas arriver avec une arme en métal. Fait que si tu es capable d'aller chercher des compétences, à ce moment-là, tu peux l'adapter. Puis je pense que vous pensez à ça aussi, peut-être? Oui, parce que nous, c'est sûr que les armes qu'on fabrique, dans le fond, avec c'est les armes des ateliers Némésis, avec qui on a fusionné l'année dernière. Donc, c'est quand même tout nouveau. C'est eux, dans le fond, qui ont leur boutique atelier à Saint-Élie, puis on est rendu une grande compagnie ensemble. Donc, on est super contents parce qu'on va comme offrir une gamme plus personnalisée, dans le fond, pour les gens qui veulent des costumes complets. Puis, dans le fond, cette formation de 2 jours est vraiment efficace. Elle est beaucoup basée aussi sur la sécurité, la durabilité. C'est sûr que, tu sais, en cosplay, dans les conventions, peut-être que les gens ne font pas des vrais combats d'armes, mais nous, ils sont vraiment pensés pour pouvoir se battre dans le bois, se garrocher partout. Fait ils sont vraiment faits pour être solides, sécuritaires. Puis c'est de toutes les étapes, dans le fond. C'est du patronage jusqu'à la découpe de mousse, les mettre sur les tiges. Tu sais, c'est vraiment step by step, comme on dit, pour pouvoir la créer puis qu'elle soit solide puis durable puis qu'elle soit magnifique. C'est beaucoup de sculptures de mousse aussi. C'est vraiment c'est une belle formation. Bien, tu sais, comme tu dis, c'est pour que ça dure, mais en convention aussi, on pense à ça. Tu sais, si on passe des heures et des heures sur notre arme, on ne veut pas non plus que la première personne qui l'accroche, qu'elle la détruise au complet. Là, tu sais. Puis ça arrive dans les conventions qu'il y a des gens qui ne font pas attention, puis qu'on se fasse bousculer ou qu'on installe notre arme sur le bord d'un mur le temps qu'on mange, puis oups, l'arme elle tombe. Fait que, surtout que si il faut qu'on présente notre costume avec cette arme-là en mascarade, c'est pas le temps de la briser. Non, puis l'affaire en mousse, nous, c'est recouvert de latex puis de vernis. Mais là, ça s'assure que, à moins que vous soyez vraiment, vraiment rough avec votre arme, elle va durer éternellement parce que nous, c'est vraiment construit pour se tapocher dessus, comme on dit en bon québécois. Donc, ils sont vraiment faits solides et sécuritaires. Bien, c'est parfait, ça, pour les cosplayers qui commencent aussi, là, qui ne connaissent pas le milieu. Ils s'en vont à un endroit, justement, de GN, puis, comme vous, qui offrez ce service-là pour apprendre. Et puis, je trouve ça vraiment intéressant. Comme tu disais, les oreilles d'elfe, ça peut servir pour d'autres personnages aussi. Oui. On en a dans les animes des elfes, on en a dans les jeux vidéo des elfes, ou encore des arcs, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont inspirés aussi du médiéval. Oui. Mais
L'univers fantastique a vraiment pris beaucoup de popularité, mettons, à partir des années 2000, avec Seigneur des Anneaux, puis là, ça l'a vraiment. Mais maintenant, avec tous les jeux vidéo, on pense à Witcher, on pense, mettons, ou la série Viking. Il y avait beaucoup un gros amour de l'historique, mais maintenant, le fantastique est rendu Mm. vraiment, vraiment plus populaire. Puis il y a beaucoup même dans les animés, il y a une espèce de retour à comme le fantasy qui revient Ouais. beaucoup. Je pense à Terre Férennes ou peu importe. Il y a une tonne la pop culture devient c'est plus accessible aussi, ça devient Mm. vraiment plus généralisé et plus cool de se déguiser, on Ouais. va dire ça comme ça. Fait qu'il y a vraiment une belle opportunité là-dedans, je pense. Puis, ça dépend, on a plusieurs fournisseurs, mais c'est vraiment du maquillage ou du latex pour le visage de bonne qualité parce que puisqu'on le met longtemps, on s'assure que ça Ouais. soit doux pour la peau, que ça dure longtemps, dans le fond. Là. Puis en plus, contre les intempéries, parce qu'on ne sait jamais Mhm. quand on va justement dans le DGN, la température elle peut changer. Hein? On le sait aujourd'hui que ça change quand même assez vite. Fait qu'il faut quand même pas que tu te ramasses à être obligé de te maquiller à toutes les 5 minutes parce que ton maquillage est cool. Mais non, Fait puis je que, pense, exemple, en convention, des fois, s'il fait chaud, il y a beaucoup de monde, on oui, a chaud, c'est plus, on se met à suer. Fait que c'est ça qu'on veut que le maquillage reste. Fait que nous, on est bien outillés pour, on a des exemples du fixatif, de la poudre, mais aussi pour conseiller les gens. C'est quoi la meilleure manière, dans le fond, de se maquiller ou de poser, exemple, des cornes ou des oreilles en latex pour être sûr que ça soit solide et que ça soit ça tombe confortable. pas. Puis ne Ça perdez tombe. pas au milieu d'une présentation, c'est ça. Exactement, tu es en train de parler à quelqu'un, puis oups, la corne elle tombe. C'est pas Exactement. vraiment. Un problème de naissance, ton Oui, personnage. c'est ça. Finalement, c'est un demi-elfe, mais un oreille. C'est comme. Oui, une C'est oreille qui ça. manque, ben, c'est ça, à moitié, c'est parce que, oui, c'est ça, demi-elfe, être humain, puis Voilà, c'est ça fait ça, un spécial, par exemple. Je tout à verrais fait. plus des demi-oreilles pointues et non une oreille complètement perdue. Oui, puis ça arrive, là, tu sais, on connaît tous quelqu'un qui a un jour perdu une de ses oreilles pendant un week-end, puis les nature, souvent c'est 3 jours, puis là, la personne se ramasse juste une oreille, puis là, c'est ça. Ça arrive des fois, là. On a les bons trucs pour que ça arrive. Fait que venez nous voir, on est correct là-dessus. Fait que vos cours, comme vous dites, vous en avez plusieurs. Est-ce que c'est quand même dispendieux ou c'est abordable? Ça va dépendre du type de cours. Pour, dans le fond, les cours pour le cuir, c'est juste un après-midi. Dans le fond, une journée complète. Fait que la personne arrive ici le matin, elle fait son projet, elle repart après avec tout ce qu'elle a créé, évidemment. C'est à peu près entre, je ne sais pas dire n'importe quoi, 190 et 450, si ma mémoire est bonne, dépendamment le type de produit. Exemple, créer une sacoche, ça prend un peu moins de ressources que créer une pièce d'armure complète. Euh, pour les formations, dans le fond, pour la mousse, j'ai un petit blanc, merci. Excusez-moi, c'est mon collègue qui passe à côté. Là, on parle d'à peu près 895 à peu près, autour de 900. Parce que c'est un week-end complet. Les gens sont hébergés aussi. OK. Donc, dans le fond, c'est vraiment une aventure. C'est des groupes d'à peu près une dizaine de personnes. Puis là, on crée une arme complète. Là. Fait que c'est vraiment plus de ressources puis de temps. Mais c'est vraiment très, très personnalisé. Là. C'est un peu la différence entre les deux formations. La première, pour le cuir, nous, on est les patrons, on montre aux gens plus à prendre les techniques, dans le fond. Et donc, quelqu'un crée un corset, nous, on va arriver avec les patrons déjà fait, puis la personne peut le personnaliser. Tandis que la formation OK. pour apprendre les armes en mousse, là, il y a tout, en fond, les La techniques du début base. jusqu'à la fin, c'est ça. Puis la OK. personne envoie déjà son idée de qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Puis dans le fond, nos artisans de mousse vont comme l'aider à créer l'arme à 100 OK. J'ai accroché sur ils sont logés. Mais ça veut dire que ce n'est pas dans votre atelier ou? Non, 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 non. Dans le fond, il y a un chalet qui est loué à Saint-Élie, près de l'atelier, dans le fond. Puis dans le fond, en même temps, ça fait des petites soirées de plaisir, en fond, entre les gens qui viennent faire. Ouais. On donne aussi 2 formations, une en français puis une en anglais. Fait que c'est 2 week-ends par année. OK, mais c'est cool ça quand même. Tu sais, je veux dire, ils sont logés. Est-ce qu'ils sont nourris ou. Non, mais il y a accès à des frigidaires, des épiceries proches. Ça, on laisse les gens s'arranger, mais tout est accessible. On donne plein de Mais ressources pour ça. quand C'est même, juste. Ouais. 800 tu sais, logé, puis tu as ta formation pour Ouais. la fin de semaine. C'est une belle expérience. Puis des fois, rien que le 800, c'est moins cher des fois que quand tu vas louer, quand tu Oui, c'est vas. ça. Une chambre d'hôtel, c'est rendu plus cher. Puis. Exactement, exactement. Non, non, c'est vraiment
pour ce que c'est vraiment abordable. Puis, tu sais, une arme personnalisée, nous, on en fabrique beaucoup. C'est quelque chose qui est assez dispendieux. Donc, tu sais, c'est même rentable en termes de quelqu'un qui voudrait commander son arme versus la faire eux-mêmes souvent. Là. Puis là, ben, c'est eux qui l'ont fabriqué eux-mêmes. Fait que c'est incroyable. C'est vraiment, il y a tout l'apprentissage. Il y a des petits cahiers aussi qui expliquent pour que la personne puisse après garder le savoir. C'est vraiment une belle chose. C'est vraiment un beau week-end. Vous avez donné, OK, vous donnez des documents aussi en plus. Fait que là, Oui, la c'est ça, tout est personne accessible. Oui. Ah, mais c'est cool, ça, à ce moment-là. Je trouve ça intéressant pour les gens. Puis c'est ouvert pas juste aux GN, tu sais, les Non. cosplayers. N'importe qui peut le faire. Moi-même, en fait, je vais la faire bientôt. Puis puisque moi, originalement, je suis artisan d'azur, mais je n'ai jamais fabriqué d'armes. Fait que je suis vraiment énervée d'aller fabriquer ma propre arme moi-même parce que j'en ai déjà acheté, je connais la base, mais je n'en ai jamais fabriqué. Puisque moi, je viens plus de l'atelier de Montréal, fait que je connais un peu plus le cuir. Fait que là, je suis vraiment très enthousiaste d'aller faire ce week-end-là. OK. Puis toi, au départ, qu'est-ce qui t'a amené justement dans les GN? Moi, mon Dieu, moi, j'ai un background plus original un peu. Ma mère jouait à Donjons Dragons, ce qui a autour du début des années 2000, fait que c'était pas très commun. Moi, j'avais l'habitude de m'endormir le soir en écoutant leur game de D&D. J'ai toujours aimé beaucoup le jeu de rôle. J'ai montré à mes amis au début du secondaire à jouer à D&D. Puis j'étais comme... c'est une rare exception des filles qui montraient aux gars comment être nerd. Puis, par pur accident, on est tombé sur un ami de la famille d'une de mes amies qui avait un petit GN. Fait qu'on a commencé, puis mes parents, ils ont fait comment on appelle ça, un leap of faith. Fait qu'en fond, ils ont décidé de faire confiance à m'envoyer dans le 20 semaines complète dans le bois avec mon ami, puis on a commencé nos premiers petits GN dans ce coin-là. Puis avec le temps, ben, j'en ai fait plusieurs. C'est vraiment devenu de mes grandes passions. Puis moi, depuis ce temps-là, j'organise des grandes nature. Fait que je ne joue plus beaucoup, mais j'en organise plusieurs. Fait que c'est vraiment. Je travaille dans le milieu aussi, fait que c'est sûr que ça l'aide, là, mais moi, j'ai toujours adoré le GN. Autant le fait de se sortir un peu de l'ordinateur, aller faire des trucs dans le bois, mais qui soit créer les personnages, puis s'approprier une histoire, puis vivre un peu l'évolution des personnages au travers du temps. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée. Puis c'est très, pas familial, mais c'est des communautés super soudées. On apprend plein de choses là-bas. Puis moi, j'aime beaucoup me battre, en fait. Fait que j'aime ça, moi. Voilà. Puis là-bas, c'est le fun, on peut se défouler un peu, puis dans les règles, dans le fond, se batailler. Fait que c'est vraiment une activité que je recommanderais à beaucoup de monde. Puis il y a beaucoup de cosplayers aussi qui font du grand nature et vice-versa. C'est pas si loin que ça comme Non, comme c'est ça. Il y a une émission qui est passée en fin de semaine. C'est à Nous TV à Trois-Rivières. Je pense, je ne sais pas si c'est une de vos connaissances qui a participé à l'émission. Il y en a une qui parlait de bucolique, puis l'autre qui parlait de. Puis il y avait quelqu'un qui faisait du cosplay, dans le fond, qui cosplayait des personnages super-héros, la Ligue des héros qui était là aussi. Oui, la Ligue des héros, oui. Il montrait la différence entre les deux, mais c'est pas si loin que ça parce qu'au niveau de la fabrication, c'est pratiquement pareil. C'est juste au niveau du moment de vie, tu sais, je veux dire, qui est différent. C'est toute une fin de semaine. C'est vraiment une grosse immersion personnelle quand tu vas dans les grandeurs nature. Tandis que quand tu vas dans les conventions, tu incarnes juste pour la fin de semaine, mais tu n'es pas obligé d'aller aussi personnel que ça, aussi immersif. Il y en a qui le font. J'ai vu des cosplayers que quand ils se mettent dans le personnage, là, ils vont acter, puis ils vont prendre que ce soit en vidéo ou en photo, on va voir vraiment plus le personnage. Puis dans les grandes nature, c'est sûr que il y a des moments qu'on dit en jeu puis hors jeu, mais absolument, effectivement, quand tu rentres dans la grande nature, tu deviens ton bonhomme. C'est un peu différent de ça. Là. On sait qu'il y a quelqu'un derrière, mais on ne va jamais s'adresser à la vraie personne, on s'adresse au personnage. Fait que l'immersion est plus intense. Puis les costumes sont faits. On va peut-être, à place de mettre de la colle chaude, on va les coudre pour être sûr que ça tient plus longtemps. Mais au final, ils ont souvent les mêmes défis. Par exemple, nous, on a souvent des demandes, exemple, d'armure que de jeux vidéo. Puis là, nous, on doit adapter nos demandes parce qu'on fait quand même beaucoup d'armure sur mesure. Puis non, on ne peut pas faire une armure de World of Warcraft avec comme qui est comme 4 pouces d'épée en cuir ou en métal. C'est impossible. Donc, nous, on adapte beaucoup, dans le fond, tout ce qu'on crée pour que ce soit faisable dans les grandes nature, mais même les cosplayers, je suis sûre qu'on a ces mêmes limitations-là. Dans le jeu vidéo ou dans les autres, ils pensent ça comme si rien n'était. On part du 2D puis on s'en va dans le 3D. Il faut vraiment s'adapter. Et puis, il y a des choses, mettons, si tu t'inspires d'une anime, l'anime, le costume en tant que tel, ça ne fait pas nécessairement une personne normale. Il
faut l'adapter comme vous autres à ce moment-là, tu sais. Oui, mais on est quand même teinté par tout ça. Tu sais, exemple, une des grosses... on trouve très drôle, mettons, dans les... tu vois, c'est les gens qui me mettent leurs épées dans leur dos. Parce que, bon, des épées dans le dos, comme dans The Witcher ou dans beaucoup de jeux, c'est super beau, mais tu peux pas les dégainer pour de vrai. Ça marche pas parce que l'épée est trop longue. Fait que, tu sais, comme dans les jeux qui font juste comme magiquement la sortir, ben, dans Grand Nature, tu peux pas faire ça. Parce que dès que l'épée est trop longue, ça finit par s'accrocher. Donc, là, on a beaucoup de gens qui le demandaient, mais on a fini par créer 2 sortes de fourreaux dorsaux spéciaux qui servent à faire ça, juste parce que, tu sais, les gènes, c'est pratiquement jamais historique. C'est fantastique. Fait que les gens, ils veulent le gros épée dans leur dos là, pour avoir l'air de grands guerriers. Fait qu'on a fait, bon, OK, comment est-ce qu'on essaie d'adapter le réalisme à l'imaginaire que les gens veulent? Puis depuis ce temps-là, bon, on a 2 sortes de fourreaux là, qui ont comme qui ont une technique spéciale qu'on peut mettre une arme dans son dos puis la sortir sans l'échapper ou qu'elle tombe à terre. Fait que, c'est ça, on est teinté par ce milieu-là malgré tout. Là. Mais ben, c'est ça, j'allais dire, dans le fond, le cosplay fait en sorte que vous devez vous surpasser pour Oui. avoir un rendu qui correspond à ce que les gens veulent. C'est bien ça parce que ça vous permet d'évoluer puis de pouvoir proposer des choses, comme tu dis, à vos gens qui participent d'un grandeur nature puis qui voulaient ça au départ, mais qui ne pouvaient pas. Là, vous pouvez le proposer. Puis, ce que je dirais, la différence entre la grandeur nature, c'est que vous incarnez un personnage, tandis que les gens interprètent un personnage. C'est vrai, oui. C'est une C'est belle vraiment différence. la grosse différence entre les deux. Il faut quand même avoir une bonne interprétation, mais quand tu incarnes, il faut que tu aies le senti aussi. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être mieux d'avoir un personnage qu'on crée nous autres mêmes. Oui, comme mais ça, c'est plus facile. c'est ça, dans la grande nature, c'est autant que je le sache, pas mal interdit, exemple, de dire je vais jouer Gandalf ou je vais jouer Aragorn ou je vais OK. jouer Gérald de Witcher. On ne peut pas faire ça parce que les univers sont uniques, sont créés, tu sais, des fois, ils sont inspirés. Par exemple, il y a un GN Game of Thrones qui existe d'inspiration. Il part des GN historiques qui partent, mais tout est quand même original. Donc, effectivement, là, tu sais, on peut pas, comme dans, tu sais, je sais qu'il existe des, mon Dieu, c'est juste le terme en anglais, les OC, là, les Original Characters dans le cosplay. Oui, Les gens, ils font des personnages inspirés d'univers, mais leur version à eux. oui. C'est sûr que dans le GN, c'est juste de ça. Parce qu'on ne pourra jamais. Par contre, il y a des inspirations fortes, puis ça paraît. On les voit tout le temps. Nous, c'est ça. Nous, on fait de la création sur mesure, mais on ne fait pas de cosplay. Mais on en faisait il y a quelques années, par contre. On a juste arrêté il y a quelques années pour des raisons que nous, on préfère avoir plus de créativité. Puis dans le cosplay, vu que c'est recopier tel quel quelque chose, tous nos artisans, ils aimaient moins ça. Fait qu'on a fini par écouter ça, puis on veut vraiment se concentrer sur le GN. Mais dans les armes, par contre, ça, on en fait. On fait des reproductions précises parce que c'est adapté au réalisme. Par exemple, si c'est une arme qui a plein de trous dedans, fait, probablement qu'on ne peut pas la faire en mousse, parce qu'il faut qu'il y ait une structure, il faut que ça tienne quelque part. Fait que on joue toujours dans cette espèce de dualité-là, de faire des créations qui sont inspirées d'univers fantastiques que les gens adorent, mais adaptées au réalisme, de pouvoir le concevoir puis jouer avec. OK. C'est vraiment génial. Puis, vous êtes quand même, votre superficie, elle me semble grande, je vois ça aussi. Oui. Puis, je regardais aussi, est-ce que vous prenez beaucoup des bases historiques pour faire comme vos chapeaux, c'est-à-dire les casques, les armures? Est-ce que vous vous basez beaucoup sur l'historique pour reproduire? C'est un peu un mélange des deux. Parce que le vrai historique, exemple, ceux qui font de la reproduction historique, que ce soit le SCA ou le EMA, souvent, ils fabriquent leur propre chose. Puis nous, en fait, ce qu'on a ici peut ressembler à de l'historique, mais c'est toujours adapté pour les grandes nature. Par exemple, le métal des casques est très mince, ou est en aluminium au lieu de l'acier, par exemple. Ou les armures en cuir, c'est pas historique, ça l'a jamais été, parce que ce genre de cuir-là n'existait pas à l'époque. Donc, on a des pièces qui vont être plus historiques, des sortes de casques je pense, mettons, aux barbutes ou des salades, qui sont une sorte de casse précis, que là, ça peut avoir une forme historique, effectivement. Mais dès qu'on tombe dans les armures, moi, je dirais qu'on tombe vraiment plus rapidement dans le fantastique en général. Puis les vêtements, c'est un peu un mélange des deux. Souvent, le personnage va avoir l'air fantastique, mais tu sais, une tunique, qu'elle soit une tunique d'inspiration viking ou du 13e siècle, il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est plus les accessoires. OK. C'est un peu un mélange des deux, mais vu que nos matériaux même ne sont pas historiques, euh, on a tendance à plus aller vers le fantastique pour tout ce qui est le cuir, parce que tout simplement, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de cuir comme nous on utilise. Mais pour le métal, là, ça va vraiment dépendre des gens. Par exemple, nous ici, ce qu'on fabrique en métal, c'est juste de l'aluminium. On ne fait pas d'acier.
parce que c'est plus léger, puis c'est plus facile à travailler, puis c'est moins lourd, c'est plus confortable un petit peu. OK. Puis pour les vêtements, ça dépend de nos fournisseurs, mais c'est rare que des vêtements très, très fantastiques avec des manches étranges, parce qu'au final, c'est plus la superposition de couches euh, OK. que des formes. Puis on n'aura jamais, par exemple, la tunique de Zelda ou la tunique de Witcher. Ça va toujours une tunique d'inspiration viking ou une tunique d'inspiration 14e siècle ou une tunique, par exemple, on a une gamme de Donjons Dragons qui est inspirée du film. OK. Mais ça ne sera jamais un personnage précis. Fait que souvent, les gens font juste racheter des couches, puis là, ils vont finir par monter le personnage qui a un look fantastique avec tout ça. Mettons, on a des armures de. Je pense à nos dernières armures qu'ils ont qui s'appellent les armures du marcheur. Eux autres, c'est clairement des armures d'invocateurs de démons ou de barbares. C'est clair quand tu regardes. OK. Fait que ça, elle est vraiment très fantastique. Mais une des dernières, qui est l'armure du Seigneur, que moi, j'aime beaucoup, elle a un fil fantastique un peu avec comme ses fioritures, mais elle est faite en cuir. Donc, on fait un mix des deux. Puis pour les armes, ben là c'est vraiment, on a les deux. On en a des qui sont plus basés sur des modèles historiques, des épées de chevalier, etc. Puis on a des armes de démons ou d'elfes des profondeurs avec des pics OK. et du feu. On a un peu de tout. OK. Quand on parle aussi, là, tu parles des tuniques et tout ça, vous travaillez surtout avec des matières premières, tu sais, je veux dire, du coton, du lin, ou vous y allez aussi dans l'acrylique? Non, c'est pratiquement juste. Mais nous, on ne fabrique pas de vêtements. Nous, on est vraiment armure, accessoires de cuir puis armes. OK. Fait que c'est vraiment des partenaires, dans le fond, qui fabriquent les vêtements. On travaille avec quelques compagnies, principalement européennes. Puis, eux autres, c'est pratiquement toutes, là, à 99%, c'est effectivement du coton, du lin, de la laine. Pas nécessairement par désir d'être historique, mais par praticité, parce que le polyester respire moins bien. C'est ça. Voilà, donc c'est sûr que ça demande un peu plus il faut mieux adapter, on ne met pas ça dans la sécheuse, etc., mais nos clients le savent, ils font plus attention. Fait que, on a principalement du coton, parce que c'est plus abordable, c'est plus facile à gérer, même si ça rapetisse un peu, il faut faire attention. On a le lin pour les trucs plus haut de gamme, puis la laine pour quand les gens veulent quelque chose qui garde au chaud. Mais tu sais, entre toi et moi, dans le temps, il n'y en avait pas de laveuse sécheuse. Ce qu'il faisait, c'est qu'il lavait à la main au savon, puis après ça, il suspendait Exactement. ça, puis ça séchait à l'air libre. Fait que, tu sais, le lin, le coton, la laine, ce qui fait fouler, c'est la chaleur de la sécheuse. C'est pas la laveuse en tant que telle, parce que tu laves à l'eau froide, assez délicat, tu n'as pas de problème. Tu sais, aussitôt que tu mets dans la sécheuse, pour avoir eu l'expérience, puis même la laine angora, je te le dis, là, l'alpaga, c'est la même affaire. Il ne faut jamais mettre ça. Nous, c'est ça, on dit toujours au froid, sécheuse. Après, moi, j'en ai, j'ai comme. Ça fait 23 ans que je fais du GM, j'en ai des vieilles tuniques là, que je mets dans la laveuse sécheuse. Mais ça fait longtemps qu'ils ont rapetissé qu'est-ce qu'il fallait qu'ils soient rapetissés. C'est une tunique, exemple, que je monte de mon armure. Ça ne me dérange pas qu'elle soit un petit peu croche ou fripée ou toute défaite. T'sais. Mais mon beau linge, que lui, je fais plus attention, ben lui, effectivement, on conseille toujours, c'est ça. On a comme un peu comme les armes aussi qu'il faut entretenir, ou les armures, ou les accessoires. On a comme toutes nos petites recommandations. On a même des blogs à ce sujet-là sur notre site web sur comment entretenir les vêtements, les armes en mousse, les armures, les accessoires pour être sûr qu'ils durent vraiment longtemps. OK. Avez-vous l'intention d'aller avec des formations en ligne aussi? On essaie d'en donner pendant la pandémie, comme beaucoup, mais il n'y a pas eu un gros intérêt. Je pense que comme on fabrique beaucoup de choses, c'est des choses que les gens aiment toucher, aiment faire. C'est un petit peu toi d'expliquer comment travailler, exemple, la mousse ou le cuir en ligne. Sauf qu'on a une exception, on a des boîtes qui s'appellent Faites-les vous-même. Ah oui, OK. Ah, c'est cool ça. Oui, puis dans le fond, la personne achète la boîte, je pense que c'est entre 80 et 95 de mémoire, puis ça vient qu'une vidéo. Fait que là, par exemple, c'est comment faire, je pense que c'est une ceinture puis deux bourses de mémoire. Dans la boîte, il y a tous les matériaux. Puis après, il suffit de suivre la vidéo chez eux. Il faut avoir 2-3 outils de base, mais comme un marteau, ce genre de choses-là. La personne peut fabriquer puis avoir comme un petit cours en ligne pour apprendre les matériels de base. Ça peut être vraiment le fun. Ah, mais c'est cool. Je trouve ça le fun, par exemple, cette option-là, parce que des fois, les gens, ils ne peuvent pas nécessairement se déplacer ou ils ne peuvent pas arriver dire la fin de semaine complète et aller à telle affaire. Mais ici, il y a des petites boîtes comme ça avec une vidéo qui peuvent apprendre, voir aussi s'ils aiment ça. C'est génial, tu sais, je veux dire. Ils sont même bilingues. On a une version sous-titrée en anglais. Wow! Pour rendre ça plus accessible. Ça nous est aussi arrivé de donner des cours privés, par exemple, une école, par exemple, de métier d'art qui voulait avoir un cours sur le cuir, bien là, on peut organiser une journée personnalisée, dans le fond, pour donner ce cours-là précisément. Fait que ça, on le fait aussi. Il faut juste que ce soit des groupes assez gros pour que nous, ça puisse avoir la peine de réserver quelqu'un pour ça. Mais, mettons, pour ce qui est de le cuir,
C'est à peu près des cours de entre autour de 5 personnes. C'est vraiment des petits cours, là, c'est très Mhm. privé. Puis si, mettons, justement, quelqu'un serait intéressé avec sa gang d'amis, sa grande gang Oui. d'amis, d'avoir un cours sur quelque chose en particulier, ça peut coûter combien? Est-ce que c'est On l'a pas fait souvent. Si c'est un cours qu'on répète, exemple, on a nos cours classiques d'introduction pour faire, exemple, une bourse en cuir ou un grimoire, là, ça va être le coût standard. Ça, il n'y a pas de problème, le même coût absolument. Puis après, ça va dépendre de la complexité. S'il faut monter entièrement le cours de A à Z, ça va nous prendre plus de temps. Ça dépend de la OK. grosseur du cours. Puis actuellement, puisque nous, la saison de grandeur, c'est l'été, on ne donne pas de ce genre de cours-là l'été. Nous, c'est vraiment l'hiver puis l'automne. Parce que l'été, on est concentré sur fabriquer l'équipement de grande nature. Ouais. On est plus occupé. OK, c'est vrai. Ouais, moi, je trouve ça intéressant, par exemple, de savoir toute la possibilité que vous pouvez offrir aux gens. Fait que ça donne l'idée aux gens qui vont écouter après ça la vidéo de Oui. Ah, OK, il y a ça aussi. Parce que des fois, on entend parler, mais on pense que vous vendez juste puis qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais tu sais, Oui. si Bon, on peut on est arriver. très présent dans le milieu du GN, mais ça reste que nous, on a des gens qui viennent ici acheter du matériel, la quincaillerie ou du cuir, qui ne sont pas des GNistes. C'est des gens qui sont des maroquiniers qui font des choses chez eux, etc. Pareil comme les gens qui fabriquent eux-mêmes leurs armes en mousse pour les grandes natures, mais des fois, ils viennent juste chercher les matériaux aussi. Ils achètent la mousse, le latex, les tiges, puis ils s'en occupent. C'est un peu moins fréquent juste parce que la réglementation est plus sévère des fois dans les événements, mais exemple, quelqu'un qui a eu le cours va avoir les trucs pour rendre ça sécuritaire puis être sûr que ça passe ce qu'on appelle l'homologation. Fait que quand il arrive dans son événement, l'homologation, il y a la même chose dans les conventions. Là, être sûr que ça respecte les règles du jeu. Tandis que tu parles d'homologation, est-ce que dans les GN comme ça, l'homologation est uniforme partout? Non, Ah, c'est plate, absolument ça! pas. Parce que des grandes natures, tu es contrairement à une ligue de hockey, y a pas de. C'est pas regroupé ensemble. Ah, Il n'y a pas de fédération, il y a eu des tentatives dans le passé, mais c'est vraiment, chaque grande nature est vraiment autonome, autant dans son histoire que dans leur équipe d'animation, que dans leurs règles. Il y a des standards qui existent. Tu as des compagnies d'armes que quand les gens arrivent avec une arme de ces compagnies-là, les grandes natures savent que c'est sécuritaire. Par exemple, les Nemesis que nous on fabrique ou les Calimacées qui sont fabriqués à Sherbrooke. Puis d'autres compagnies comme ça, qu'habituellement, il n'y aura pas de problème. Puis, accessoirement, on a Bicoline, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et de joueuses que quand il y a un standard qui passe à Bicoline, normalement, ça passe partout. Mais ça reste qu'à chaque GN, nous, on estime à peu près 60 à 70 GN au Québec qui ont toutes des équipes différentes, des règles différentes, un univers différent, mais ils ont chacun leurs critères. Il faut toujours vérifier. Mais, exemple, les longueurs d'armes acceptées ne seront pas les mêmes. Il y en a, puis par exemple, c'est pas tous les types de GN que c'est la même époque. Fait qu'il va y en avoir, exemple, qui vont accepter les fausses armes à feu. Moi, par exemple, j'ai un GN futuriste. Fait que moi, c'est des armes Nerf. Fait que c'est pas du tout le même genre le même genre de jeu. Il y a des GN qui vont accepter les armes fabriquées à la maison, les bonnes vieilles armes en mousse puis en duct tape, comme nous on appelle. Il y en a d'autres que non. Il faut vraiment regarder avec son événement tout le temps. Mais habituellement, c'est assez clair sur chaque événement, sur qu'est-ce qui est accepté ou pas. sur le site, oui, on peut les voir, Simon. Parce que c'est vraiment dommage si tu dis je vais aller à tel endroit, puis là, tu arrives avec ton arme qui passait à une Oui, GN, tu arrives là, puis ça passe plus. Fait que c'est décevant, tu sais, je veux oui, dire. mais absolument, exemple, tout ce qui est Nemesis, Calimacil puis Epic Armory, là, c'est les trois armes les trois compagnies d'armes les plus connues au Québec. Ils vont pratiquement toujours passer. À moins que vous ayez une vieille arme qui commence à manquer des bouts. Là. Mais normalement, ces types d'armes-là, ils vont marcher. Bicoline est un peu plus sévère parce que là-bas, c'est des combats très, très, très contact. C'est des combats qui sont plus agressifs. Fait que là-bas, l'homologation est plus sévère. Mais, ou exemple, l'homologation pour les arcs aussi. Les arcs avec des flèches et des bouts en mousse, ça peut être plus dangereux. Mais pour ce qui est des armes en mêlée, habituellement, c'est assez accepté des combats dans une compagnie officielle. Ça va. OK. Puis vous avez toutes les possibilités au niveau des armes chez vous. C'est un plus. Puis comme je dis, ben, tu sais, les cosplayers font faire des animes, je pense à des animes qui sont inspiration française au niveau du costume, Oui. tout ça. Tu sais, je veux dire, l'épée, le mousqueton ou des choses de même va faire en sorte que on peut aller chez vous puis retrouver un peu ça. Oui, par exemple, si c'est un anime, exemple français, fin, mettons, 16e siècle, c'est plus mousquetaire. Fait que là, par exemple, nous, on a des rapières, on a des armes avec des fioritures, on a quand même plusieurs époques qui vont marcher. Puis la plupart de nos armes sont, si vous jouez un personnage d'un anime ou d'un jeu précis, il y a des bonnes chances qu'on ait un modèle qui va ressembler au moins un peu à votre personnage. Puis
l'avantage d'aller pouvoir taper sur du monde avec, pour de vrai. Fait que c'est quand même le fun, comparé à une arme peut-être en plastique ou... OK. Question, justement, si on part de la base, OK, ouais. qu'on ne veut pas toute la faire, mais qu'on part de la base, mais qu'il manque des choses pour vraiment aller chercher notre personnage, il y a possibilité de les modifier à ce moment-là? Oui, puis ça va dépendre lesquels. Par exemple, les armes Némésis sont déjà recouverts de... Sont finis, sont recouverts de latex. OK. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas les peinturer. OK. Par contre, les armes Calimalsiques sont en mousse injectée. Il est possible de les peinturer après. Mais ce pas des armes qui sont modulaires, parce que vu qu'ils sont faites pour être sécuritaires, ben, on ne peut pas rajouter ou ôter des sections. Par contre, moi, je pense, mettons, à... Nous, on fait un événement de vide atelier 2 fois par année. Là, des fois, on vend des armes partielles, qui reste juste quelque chose pour les finir. Fait que là, ça peut être OK. une belle occasion de juste acheter la structure. Par exemple, il y a la tige, puis il y a la garde, mais il n'y a pas encore la mousse. Fait que la personne peut après la personnaliser. Elle ne passera pas officiellement à une homologation de grande nature, probablement, mais pour ce qui est du cosplay, ça peut être une bonne base. Il suffit juste de remettre la mousse après puis de la concevoir un peu. Mais entre les armes complexes de cosplay et une arme de GN, il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est surtout en termes de matériel puis de nombre de couches pour être sûr que ce soit vraiment sécuritaire. Il y en a qui vont sûrement me poser la question, avez-vous des garanties sur le matériel que vous vendez? Pas sur le matériel, mais en même temps, si vous achetez un pot de latex puis quand vous l'ouvrez, il est tourné, mais là, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a des garanties sur nos produits finis. Par exemple, nos produits Centaure de cuir, d'Azur, c'est garanti à vie. OK. Donc, si vous achetez une ceinture ici puis qu'il y a un rivet qui lâche, ben là, on la remplace gratuitement. Donc, puis les armes, ça va dépendre des compagnies d'armes. Ça varie entre 1 et 2 ans. OK, mais le matériel, lui, il est, je veux dire, non, ça, si vous l'ouvrez et il ne marche l'utiliser. pas, ben revenez, on va vous les changer, aucun problème. Ah On oui. n'est vraiment pas difficile là-dessus. Puis la mousse, ça va durer vraiment longtemps parce que c'est de la mousse qui a vraiment été faite spécifiquement pour les armes de GN. Elle est super, super durable. Donc, ça n'aurait pas de problème avec cette mousse-là, c'est sûr. OK. Mais c'est génial de savoir parce que, des fois, il y en a, ils n'osent pas aller acheter de quoi parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas de garantie puis que s'il arrive de quoi. C'est certain, c'est les mêmes garanties que les autres magasins, là, dans le sens que si on s'aperçoit que la personne a fait par exprès pour le briser, il ne sera pas remboursé. Mais si c'est au niveau de l'usure normale, puis qui est usé avant le temps. Oui, c'est ça. Non, ben ça, c'est ça. Tout ce qui est défaut de fabrication, il est couvert. Mais nous, j'ai toujours l'exemple que si vous avez une armure ou une ceinture, par exemple, vous la laissez dans un bac puis elle moisit, mais là, le problème n'était pas de notre bord. Il fallait l'entretenir. Exactement. Il faut y aller avec c'est ça. Pareil que exemple, quelqu'un qui utiliserait des armes en mousse pour, je sais pas moi, se battre contre quelqu'un qui a des boucliers en métal puis que le bord est tranchant. Mais là, c'est pas l'usure normale. La mousse sans se battre contre la mousse. Parce que c'est sûr qu'éventuellement, ça va déchirer. Mais en cosplay, il ne devrait pas avoir ce problème-là normalement. Là, il ne devrait pas avoir de gros pics de métal ou de choses. Non, c'est ça. Nous autres, c'est interdit. Là, c'est rendu que des fois, même des lunettes, il faut faire attention. Ils sont à veille de checker nos oreilles d'elfes pour être sûr qu'elles ne sont pas trop piquantes. Oui, c'est ça. Non, vous devriez être correct. Là. Même nous, tout ce qu'on fabrique, et que des pics sont toujours en mousse. On a des armures qui ont exemple, comme des armures d'or, par exemple, qui ont des pics qui sont faites en mousse. Parce que, par exemple, moi, je vais pas à Bicoline, c'est des combats très intenses. Fait que si quelqu'un, par accident, me trébuche dessus, mais qu'il y aurait des pics de métal, ça serait vraiment dangereux pour moi. Fait que, habituellement, en Canada nature, c'est vraiment, vraiment sécuritaire aussi pour être sûr qu'on ne se blesse pas. OK. Là, j'avais une question qui est passée quand tu as parlé en même temps. Je m'excuse. Non, on parlait justement d'objets, Oui, OK. Est-ce que vous avez aussi des lentilles? Je demande ça parce que... Oui, on en a. Oui, ils sont juste à côté. Là. On en a quand même plusieurs modèles. C'est juste qu'ils ne sont pas sur notre site web à cause que c'est un peu technique, là, mais c'est considéré comme du grade médical, puis on ne peut pas en expédier sur notre site web en ligne. Mais on en a en boutique. OK, on en a. Parce que je sais qu'il y a d'autres endroits qu'on en avait auparavant, puis étant donné qu'ils ont laissé la portion costume de côté, ben ils ont pu. Fait que là, des fois, les gens, ils se demandent, oui, les commander sur Internet, il y en a qui le font. Remarque, moi, j'aimerais mieux voir. Je suis comme ça, voir. Fait que savoir que vous en avez, puis en plus, c'est plus pratique aux gens, là, ils sont capables d'aller voir en même temps qu'ils vont faire leurs achats. Oui, puis il y a quand même un petit démo parce que ne commandez pas des lentilles sur Temu, faites pas ça, c'est vraiment dangereux. Nous, celle qu'on a, c'est la marque Primal. C'est une bonne marque de lentilles, là. Il dure quand même quelques mois. Et on a aussi toutes les instructions pour comment les gens doivent les mettre, puis les entretenir. Bien, parce que, je veux dire, je pense à ça, là,
passer une journée avec des verres de contact, là, les Oui, lentilles, ça doit être quand même assez difficile quand tu es dans un GN. Comme tu dis, il y a des endroits où tu as des temps où tu peux te reposer, oui, prendre une douche, parce que ça, la madame oui. elle disait à nous TV, prendre une douche, décrocher un petit peu, manger, puis tout ça. Fait Ah, que ça doit mais être... une douche, c'est du luxe dans le sens que la plupart des grandes natures n'ont pas de douche. Là. Souvent, on assume que c'est un week-end dans le bois. Et Mais tu par peux, contre, puis c'est correct. c'est ça. À la fin, on fait attention à tout ça. L'exception étant entre autres Bicoline, puisque la grande bataille dure 7 jours. Là-bas, il y a des douches sur place. Mais dans les grandes natures classiques, il n'y en a pas. Les lentilles, ben, ça va dépendre de la qualité. Les Primos, c'est quand même des bonnes lentilles. Mais sûr que c'est moins confortable qu'une lentille de vision parce qu'elles sont plus épaisses un petit peu, Oui. dépendamment le type aussi de lentille. Souvent, ce que les gens font, ben, c'est les mettre la journée puis l'autre le soir, évidemment. Mais je connais aussi des gens qui sont plus sensibles, qui font juste le mettre le jour, puis quand le soir arrive, ils les autres. Parce que de toute manière, vu qu'on est plus dans les ténèbres, ça paraît un petit peu moins. Fait qu'après, c'est vraiment la personne qui doit être confortable avec porter des lentilles à long terme. Parce que c'est sûr qu'en porter pendant 12 heures, ça peut être difficile si quelqu'un n'est pas habitué. Mais normalement, si quelqu'un a une bonne hygiène de yeux, là, qui met des gouttes, tout ça, on peut les mettre une journée complète sans problème. Il ne faut juste jamais dormir avec comme les lentilles classiques. Oui, à moins que ce soit des lentilles qui appellent comme permanentes, tu peux mettre une semaine puis tu les enlèves. Oui, c'est ça. Mais ça, je pense que ça n'existera pas coloré, ou en tout cas pas autant que je le Oui. sache. Non, Euh, c'est plus des lentilles de oui, vision c'est ça. ordinaire là, que tu Oui. peux Par avoir. contre, nous, on a une des compagnies d'oreilles qu'on a, que moi, ça fait longtemps que j'utilise, c'est les Aradani, qui sont une marque américaine, puis sont faites à la main, en fond, sont en latex, puis sont tellement minces puis légères que moi, je peux dormir avec. Oh, Donc, wow. ouais, fait qu'elles sont vraiment légères, elles sont super confortables. Fait que, tu sais, suffit qu'ils soient bien collés, on a la bonne colle pour ça. Puis, tu sais, on peut les porter là, pendant des jours, il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool ça. Je Ouais. trouve ça vraiment génial. Juste une question comme ça, qui n'a pas rapport nécessairement avec les artisans d'Azur. Quand tu vas dans un GN comme ça, est-ce que des gens sur place, s'il arrive un accident ou des choses en même? Oui, mais ça va toujours dépendre de l'équipe d'animation parce que tous les jeunes ont des équipes différentes et sont Mhm. plus ou moins formés. Mais absolument, la plupart des jeunes ont des gens qui ont moins premier secours, puis quelqu'un dans l'équipe qui peut comme gérer des cas. Mais on n'est jamais très, très loin. On peut juste appeler une ambulance s'il y a un accident. Les plus gros GN, je pense, exemple, à Bicoline, eux autres, ils ont des équipes médicales carrément sur place. Ils vont avoir des ambulanciers qui sont prêts vu que c'est un événement avec plusieurs milliers de personnes. Mais dans la grande nature, toutes les grandes natures ont des trousses de premiers soins, ils ont des joueurs qui sont plus expérimentés. Donc, c'est assez autonome, là, mais c'est très rare qu'il y ait des grosses blessures parce que ça, c'est bien encadré. On ne fait pas un C'est GN ça. sur le bord d'une falaise, par exemple. C'est un peu dangereux. Les blessures que moi, j'ai surtout vues, exemple, c'est des foulures. Des foulures, Quelqu'un oui. qui tombe dans le bois, quelqu'un, mettons, qui a une branche dans la face. Euh, c'est surtout ça, ce genre de blessure. C'est très rare qu'il y ait eu des cas très, très graves là, parce que souvent, les gens évitent de se battre la nuit ou quand ils se battent la nuit, ben, ils ne vont pas au milieu du bois où est-ce qu'il y a des branches pointues. Les gens sont assez brillants normalement. Donc. Ça me fait penser, est-ce que vous avez aussi des accessoires de cuisine, tu sais, si les gens veulent vraiment pousser loin? Oui, pas une tonne. On a quelques, on a des bols, on a beaucoup de shops, vraiment OK. beaucoup. Ben oui. Puis la cuisine, on a quelques-uns qui sont, mettons, en fonte, là, puis en fer forgé. Mais ça se trouve aussi très facilement c'est pas notre spécialité, exemple, la cuisine. Mais des OK. fois, on a des grosses, des marmites comme ça. J'en ai une à côté, par exemple, OK. en Wow. fonte, là, ce genre de choses-là. Qui peuvent servir à faire de la nourriture, mais souvent, l'équipement de camping, quand ils sont assez sobres, ça passe. Il OK. ne faut juste pas qu'ils soient en plastique rouge fluo, mais des fois, c'est rare que les gens ils vont chialer pour une poêle, parce que bon, une poêle, c'est une poêle. Parce qu'il y en a qui font de la cuisine en grandeur nature. Pas tout le monde, mais il y en a qui sont vraiment motivés. Moi, j'ai déjà vu un joueur se faire des œufs bénédictines le matin. J'étais vraiment impressionnée. Au milieu du bois, alors que c'était rien pour calculer la chaleur. Puis dans certains événements, il y en a aussi qui ont des cuisines, parfois, dans certains des campements. C'est rare que l'électricité, mais des fois, avec des fours, propane, ils se font plein de choses. Fait que les gens deviennent débrouillards. Fait que sûrement, dans les grandes natures, parfois, les gens, ils mangent puis cuisinent dans le jeu, mais parfois aussi, ils font ça à l'extérieur. Fait que c'est plus OK. des tentes hors jeu, on appelle ça non décorum. Puis tu comme une section où est-ce que tu dors qui n'est pas dans le jeu. Fait que là-bas, les gens peuvent emmener le matériel de camping régulier puis se faire la nourriture là. OK, c'est super. Mais quand même, c'est le fun de voir que vous avez le petit chaudron. Moi, je trouve ça le fun. Tu sais, quelqu'un qui fait du Harry Potter puis qui va emmener ça comme accessoire, là, tu sais, Ah oui, puis on a plein, on a des belles petites sections, là, plus justement un peu witch, sorcier, là, avec OK. des parchemins, des petits encens. Là, parce que comme le but, c'est que peu importe ton personnage, qu'on veut
on veut que la personne trouve ce qu'elle veut dans nos boutiques, ben on s'assure d'avoir un petit peu tous les styles. Donc, Ah, super génial. Fait que c'est certain qu'on va aller faire un tour dans votre boutique. Là, comme tu disais, les artisans d'Azur, ils sont jumelés avec les ateliers Némésis. Les deux compagnies, ça vient de faire 20 ans. Fait que ça fait longtemps qu'on était des partenaires pour plein d'événements, depuis 20 ans à peu près. Puis l'année passée, dans le fond, on a fusionné. Donc, on est vraiment contents. Notre équipe, ça a grandi. Là, on a à peu près 24 actuellement en tout dans nos deux boutiques parce que là, ça paraît comme quand même petit, mais nous, on a quand même, ouais, c'est ça. On est quand même, on a un atelier de cuir, on fait du laser. À Saint-Élie, on a toute notre usine qui fabrique des armes en mousse. C'est quand même assez. On est bien contents. On est comme une grande équipe. Puis on est quand même assez connus. On a aussi des détaillants à l'extérieur du Québec, aux États-Unis, en Australie, par exemple. Donc, c'est ça. On grossit tranquillement. On est content parce que le Grand Nature, c'est vraiment une passion. Puis en même temps, ça me permet de partager ça avec d'autres milieux. Fait que voilà. Et puis, votre vision pour demain qui s'en vient, si je veux dire le futur? On est en train de travailler sur un nouveau site web. Ça paraît rien, mais c'est vraiment complexe. Puis on espère avec ça, en fond, pouvoir plus spécialiser l'offre des gens, en fond, en ligne. Parce que on a des super boutiques, mais on veut aussi plus vendre en ligne. On a un partenaire aux États-Unis maintenant qui est aussi. C'est un peu comme notre troisième boutique. Parce que bon, c'est un peu difficile ces temps-ci avec les États-Unis, on le sait toutes, mais les hygiénistes là-bas aussi ont droit à des belles armes puis des belles armures. Fait que là, on essaie là-dessus. Sinon, on est en train de préparer un beau partnership avec un partenaire en Australie. Oh, wow! Ouais. Vous étendez, vous! Oui, c'est ça, tranquillement, pas vite. Là. On est vraiment content de voir que les gens sont intéressés. Puis, cette année, on essaie d'explorer plus ce qu'on appelle les Ren Fair. C'est les conventions, les foires médiévales extérieures. Oui. Surtout en Ontario puis au Québec. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des foires médiévales, mais qui ne connaissent même pas le canton nature. Nous, on est vraiment contents d'y aller puis de parler un peu de ça. Puis peut-être qu'on va être au Comic-Con. Peut-être. On regarde. Comic-Con de Montréal? Oui, on était il y a quelques années, puis on a arrêté d'y aller, mais là, il y a des possibilités qu'on y soit peut-être. Je ne peux pas le confirmer, mais on regarde ça. Ça serait génial parce que comme tu disais, puis comme je m'aperçois, c'est que vous avez beaucoup de choses qui pourraient aider justement les cosplayers parce que de plus en plus, comme tu dis, les animes sont inspirés aussi de grandeur nature, de tout ce qui est médiéval, tout ça. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission, de nous avoir parlé des artisans d'Azur et puis peut-être se voir au Comic-Con de Montréal. Qui sait? Sinon, on va peut-être avoir l'occasion de se voir à un autre moment. Fait que je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça a vraiment été super agréable. Super. Ben merci. Au revoir. Bye bye.